qui ont été présents au festival d'une manière ou d'une autre, avec des courts-métrages les années précédentes. Et donc ce soir, nous allons à la découverte d'une jeune cinéaste et de son acteur fétiche. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette découverte, c'est, puisque je crois que Jonathan est présent dans exclusivement tous les films de Léa, c'est comment est née la relation et comment elle s'est construite et comment ils travaillent ensemble, à la fois sur la création des personnages et sur l'écriture, puisque Jonathan co-signe les scénarios aussi. Ce qu'il y a de génial pour vous, c'est qu'après les avoir rencontrés ici, là tout de suite, vous allez bien sûr, avant tout, pouvoir découvrir Les héros ne meurent jamais, qui est donc le premier long-métrage de Léa, avec Jonathan. Voilà, donc je vous propose que nous commencions tout de suite cette rencontre. Si vous voulez nous aider un petit peu, est-ce que vous pouvez juste baisser un tout petit peu d'un ton vos conversations? Ça nous aidera à nous sentir entre nous. Je vous remercie. Eh bien, bonjour et bienvenue, et merci d'être avec nous. Je vais poser une première question à la brûle pour point à Aude-Léa, qui est une question qui m'a toujours, quand il y a un auteur, quel qu'il soit, ça m'intéresse de savoir évidemment comment il est tombé dans ce métier. Donc ma question pour symboliser ça, c'est est-ce que vous vous souvenez du premier jour, du jour où vous êtes levé le matin en vous disant je vais faire ce premier film, et pour vous c'était La météo des plages, un court-métrage qu'on a eu filmé. Est-ce que je me souviens de ça? Je ne me souviens pas de ça. Non, vraiment, je m'en souviens pas. Je sais pour le long métrage comment c'est arrivé, à quel moment et tout ça, mais pour le premier film, il me semble que c'est né de conversations qu'on a eues tous les deux avec Jonathan. Mais je ne me souviens pas du tout comment c'est né. En tout cas, c'était un film où il n'y a pas eu de scénario par ailleurs. Comme les 3 courts-métrages, en fait, des films sans scénario, du coup c'est plus flou de savoir le jour où ça a commencé, parce que ça a commencé sans jamais commencer. Ça a commencé en discutant. Il n'y a pas eu un premier jour d'écriture. Donc je vais revenir quand même sur comment vous êtes arrivé là. Donc rapidement, vous êtes une enfant de la Phénix. Donc voilà, rapidement sur votre arrivée dans votre désir de cinéma, comment est-ce qu'il est arrivé, comment est-ce qu'il s'est concrétisé, comment vous avez été, entre guillemets, formé pour ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que je suis vraiment pas du tout une enfant de la Fémis, mais c'est les seules études que j'ai faites, elles sont dans mon parcours. J'ai fait 1 an à la Fémis, à l'atelier scénario, j'ai pas du tout fait le cursus continu, j'ai juste mon bac, et j'ai eu complètement une autre vie complètement une autre vie. En tout cas, entre l'âge de 18 ans et l'âge de 27 ans, j'ai fait autre chose. Et je suis entrée à la Fémis à 27 ans dans cette formation continue qui est l'atelier scénario, qui est un très bel endroit. Enfin, j'y ai appris beaucoup de choses, mais en tout cas, clairement, c'est rigolo que ce soit... Parce que comme c'est mes seules études, il n'y a que ça dans mon CV. Et quelle était la question? Pardon. Quelle était votre formation? En fait, j'ai quitté les études après le bac en n'ayant aucune sorte d'idée de comment accéder au cinéma, de là d'où je venais. On était au lycée ensemble avec Jonathan en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et pardon? À Mont-d'Esfrance, Pierre Mont-d'Esfrance. En tout cas, on était au lycée ensemble et moi j'étais vraiment... j'ignorais d'ailleurs en fait. En vrai, je serais peut-être une enfant de la Fémis si j'avais su que la Fémis existait à cette époque-là. Mais il s'avère que non, et je suis partie comme ça dans une autre forme d'école ou de formation qui a été vraiment l'école de la vie en fait. J'adorais la photographie, et je me suis lancée comme ça dans des séries photos qui m'ont apporté des aventures, enfin qui m'ont donné des aventures que j'aurais pas du tout imaginées. Et l'une d'entre elles a été d'atterrir dans les Balkans,
pour un voyage qui aurait dû durer une semaine, mais qui a duré les 10 dernières années de ma vie, et puis qui s'est aussi prolongé, je crois, avec ce long métrage, ce premier long métrage, mais mon dernier film. Et de fil en aiguille, comme ça, à observer la vie des autres, soit par un travail de photographie, soit par un travail de vidéaste. J'ai travaillé pour des grosses associations humanitaires, enfin mon CAR international. Et j'étais envoyée en Éthiopie, Soudan, Somalie pour filmer un boulot assez ingrat, qui était de ramener des images les plus tristes possibles de ce monde pour donner envie à des grandes marques de sponsoriser des œuvres humanitaires. Et je suis rentrée extrêmement exsangue d'un dernier voyage en Afrique, en l'occurrence au sud d'Éthiopie, à la frontière avec la Somalie. Et je suis rentrée vraiment en me disant que c'était la dernière fois que je faisais ça. J'avais 27 ans, donc c'était il n'y a pas longtemps. Voilà. Et je suis rentrée à la Fémis en ayant la force, je crois, et le désir que je ne pouvais plus contenir de raconter mes propres histoires. Et de là est née cette année à la Fémis, où en fait j'avais jamais fait de film de ma vie. J'étais entourée de gens qui en avaient déjà fait des cours et qui apprenaient à écrire leur premier long, qui venaient chercher ça, mais moi j'avais jamais fait une seule fiction de ma vie. Au fur et à mesure de cette année à la Fémis, je me suis dit qu'il fallait que je passe derrière la caméra, qu'il fallait que j'essaye des choses avant de commencer à écrire un premier long métrage. Je voulais être sûre de rencontrer mon métier. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la vie avec Jonathan et qu'on a décidé de partir ensemble dans cette aventure qui a occupé nos 5 dernières années à travers 3 courts-métrages et un long. On ne va pas griller les étapes. Je sais, parce que j'avais vu la liste des questions et après vous allez nous demander comment on s'est rencontrés. Du coup, j'ai arrêté la phrase. C'est gentil. Hyper bon élève. Yes. On va parler de votre premier cours, justement, qui s'appelle La météo des plages. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment, je vais faire le petit pitch rapidement. Alix et Louise sont en couple, elles veulent un enfant. Tom leur propose son aide. Ce week-end-là, ils se lancent. On était vraiment mauvais. Même dans les pitchs, on était mauvais. Donc ce qu'il y a d'intéressant, il semblerait donc que votre volonté soit déjà commune à ce moment-là pour vous lancer dans ce film-là. Donc racontez-nous, Jonathan, je voudrais aussi que tu me racontes aussi quelle est ta formation, tu vois, comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu es devenu comédien, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris ou pas du tout? Comme le disait tout à l'heure, c'est que moi on était au lycée ensemble, moi j'étais dans une classe théâtre et ensuite j'ai eu un parcours de comédien où je suis allé dans une école nationale supérieure qui est la Comédie de Saint-Étienne, voilà, où j'ai fait des études pendant 3 ans, c'est assez complet, on apprend plein de choses, notamment le théâtre mais aussi la danse, enfin, voilà, beaucoup de choses. Et on se connaissait bien avec Aude au lycée, on s'est retrouvés à Paris et la première fois qu'on s'est retrouvés, elle faisait un documentaire sur les sans-papiers et elle n'avait pas de perchman. Voilà. Donc en fait, elle m'a demandé de venir l'aider et au final, il n'y avait pas du tout de matos, donc je perchais avec un manche à balai. Et au final, c'était plus pour nous protéger des charges de CRS que pour prendre le son, au final. Voilà. Donc, et je pense que Aude, à ce moment-là, elle était un petit peu, elle avait envie, effectivement, de raconter ses propres histoires et plus de documenter une certaine réalité. Elle a commencé à me parler d'un scénario qui était La météo des plages, une idée assez vague. Et on a commencé à construire quelque chose, en tout cas on a commencé à construire quelque chose dans la parole, une envie avec des comédiens, avec des comédiennes, de vivre une aventure commune et raconter une histoire ensemble. Donc un premier film qui est à la fois, enfin je sais pas, en général un premier film c'est à la fois un naufrage et une victoire. Dites-nous un peu comment vous avez vécu ça, comment ça s'est construit déjà en effet, puisque vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur le scénario déjà tous les deux. Là pour ce film il n'y avait clairement pas de scénario, en fait c'était très marrant, comme on a vécu ça comme une comment on dit, une résidence de théâtre, c'est-à-dire qu'on s'est enfermé avec les 2 comédiennes, Jonathan et l'ingénieur du son, dans un endroit perdu, celui où on tourne ce film, dans le Lot.
avec l'idée qu'il fallait raconter ce que vous avez entendu dans ce speech, et on ne savait pas où est-ce qu'on commencerait, comment ça évoluerait, on savait juste qu'on avait une semaine. Et je ne savais même pas, moi, qu'au cinéma, je savais, j'avais bien vu, j'ai comme tout le monde, que dans les films, on clappe, on fait des trucs, des choses comme ça, mais on n'avait pas du tout de... En fait, je filmais le film moi-même, et j'étais raccordée à mon ingénieur du son par des câbles, ce qui fait qu'on n'avait pas du tout besoin de clapper, par exemple. On disait pas action, on parlait, puis on disait on y va, et puis on avançait comme ça, et on construisait chacun avec le ressenti des uns et des autres sur le plateau, et ça a été super formateur parce que je crois que c'est ce niveau-là de ressenti des uns et des autres sur un plateau a permis de la construction de ce premier film. Et effectivement, quand le film s'est terminé, je m'étais dit plus jamais je prends une histoire hyper naturaliste, hyper réaliste, qui touche à des choses de moi, j'ai très envie d'entrer dans la fiction, et ça a débloqué le reste, hein, le film d'après, et celui d'encore après, et puis ce long, et puis ce qui suivra, en fait. C'est que ça a été des premières gammes, même de direction d'acteurs. Diriger des acteurs, j'imagine que c'est déjà un sujet complètement dingue, mais alors en plus, quand les acteurs n'ont pas de texte et pas de scène, c'était pas l'entreprise la plus rassurante pour personne, et c'était un film entre copains, et on se disait juste, personne ne sait qu'on fait de film, donc s'il est raté, on s'en fout, on dit rien, on aura passé une semaine tous ensemble à faire ça, c'est une petite caméra, voilà, 3 personnes, très contentes, qui n'avaient jamais joué dans un film, donc tout le monde était de toute façon content à la fin de cette semaine d'avoir fait quelque chose ensemble, mais voilà, il s'avère que derrière on l'a monté, que c'est un film qui a circulé, et puis ça nous a donné envie de continuer, en fait, et surtout continuer d'explorer ensemble. Il y a en tout cas une dynamique qui m'a apporté jusqu'ici d'explorer avec Jonathan et d'autres, parce que notre petite équipe de départ s'est renforcée, mais on a toujours gardé les mêmes, quelque part. On s'est entouré de plus en plus, mais le noyau, je sais pas, on fonctionne un peu comme une troupe de théâtre, j'ai l'impression, en tout cas jusqu'ici, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais ça a été ça la force plutôt qu'une force de scénario. Jonathan, c'était ton premier film. Tu avais rêvé de tourner, tu avais rêvé, t'imagines, oui, quand on commence à faire des études de comédie, on a quand même envie de cinéma. Tu avais plus envie de théâtre ou plus envie de cinéma? Ouais, moi j'avais pas du tout envie de cinéma en fait. Le théâtre, je trouvais ça très épanouissant, et dans mon esprit, le cinéma c'était quelque chose d'un peu. Déjà, c'est de l'immédiateté, donc une certaine. Quelque chose qui peut être un peu violent pour un comédien ou une comédienne, c'est-à-dire qu'on a très peu de temps, alors qu'au théâtre, c'est aussi le but, c'est de se tromper pour pouvoir aller plus loin. Au cinéma, on n'a pas trop le droit de se tromper, ou alors il ne faut pas se tromper longtemps, quoi. Mais du coup, la façon de travailler qu'on a mis en place tous ensemble, c'était une façon effectivement d'une espèce de résidence de théâtre où avant chaque scène, on prenait, je sais pas, entre 20 minutes et 1 heure pour parler de la scène, comment on allait la construire, ce qu'elle allait raconter, là où on allait aller. Et au final, c'est avec des improvisations, mais construites, que Aude dirigeait, on a pu avancer comme ça. Et après cette aventure, j'ai aussi eu un regard différent par rapport au cinéma. Je me suis dit qu'effectivement, il y avait une liberté qui était possible, et que je pouvais la trouver avec cette forme d'expression aussi. C'est très vite, ça va nous amener au second film, puisque j'imagine que vous faites cette expérimentation, qu'à l'arrivée il y a un film, que ce film circule dans les festivals, donc ça veut dire qu'il a une vraie existence. J'imagine que ça vous donne la force de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va explorer? Et donc, on va aborder Ton cœur au hasard, qui est le second film que vous ayez fait ensemble, qui semble autant une expérimentation autour d'un personnage qu'un film. Donc pareil, quelle est la genèse de ça, d'où est venu l'argument principal que je vais vous lire pour que tout le monde puisse comprendre.
Ton cœur au hasard est le voyage initiatique d'un jeune homme amoureux d'une jeune femme rencontrée sur Internet. Si j'ai été documenté, parce que j'ai malheureusement pas pu le faire. Le voyage initiatique est physique aussi, puisque c'est quelqu'un qui part d'Espagne, c'est ça. Donc c'est un peu un road movie, j'imagine. Donc racontez-nous un petit peu aussi l'origine du film, comment l'idée vous est arrivée, puisque là, clairement partout, Jonathan a co-signé le scénario, parce que vous avez bâti du début la chose ensemble. Tu veux dire quelque chose? En fait, même faire un pont pour ceux d'entre vous qui étaient à la table de ronde juste avant sur la rencontre producteur-auteur, notre histoire, elle est aussi une histoire de gens qui ont travaillé sans producteur, par volonté. Parce que quand il n'y a pas de scénario, c'est difficile d'inclure un producteur, puisque le producteur, une grande partie de son rôle, c'est de développer un scénario avec un auteur et puis ensuite de chercher de l'argent pour faire un film. Mais quand il n'y a pas de scénario, on coupe un peu on coupe l'arbre sous le pied d'une relation avec un producteur. Du coup, ça c'est important de le dire parce que c'est un film qui s'est construit là pour le coup de manière beaucoup moins, je crois, beaucoup moins légère et naïve que le premier film. Mais dans la même dynamique, c'est-à-dire on part avec une intuition, avec Jonathan, on part dans l'idée qu'un personnage est au volant de sa camionnette et elle va raconter sur toute la route qui va l'amener jusqu'en Espagne, de la France jusqu'à l'Espagne, qu'il va retrouver la fille avec qui il échange sur Internet. On ne saura jamais si cette fille est réelle ou pas, on va juste rentrer dans le voyage comme ça de cet homme. Et on avait déjà l'eau, on savait que ça allait être une histoire violente, une histoire qui touche à... qui allait brasser des choses, qui allait brasser le viol, par exemple. Enfin, c'était important pour nous, on avait cette intuition qu'il fallait que le voyage, c'était la thématique en tout cas du film, et ça allait être lourd et dur, et qu'en même temps on n'avait pas d'argent, qu'on allait placer des comédiens, Jonathan en premier lieu, mais aussi les comédiennes, les 3 comédiennes qu'il avait croisées sur la route, dans une situation plus lourde et plus compliquée que le premier film, tout en donnant tout aussi peu de clés, c'est-à-dire pas de dialogue écrit, pas de texte. Et on a passé un temps infini à chercher ce personnage avec Jonathan. On l'a cherché pendant une semaine avant de démarrer le tournage. On était les mêmes, on était juste mon ingénieur du son du film précédent, moi, aux manettes de la caméra, et Jonathan, et on a fonctionné c'est un rôle de composition. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le film, c'est un rôle où il joue un peg, un rôle très loin de ce qu'il est, c'est même très troublant, et c'est à partir du moment où je reconnaissais plus du tout Jonathan qu'on s'est dit qu'on avait trouvé le personnage. Mais ça a été toute une, je sais pas, tu t'en rappelles peut-être mieux que moi, des étapes qui nous ont amenés jusqu'à chercher le personnage. Je trouve que ça a été un peu... L'étape, c'était partir aussi tous les matins avec le camion, avec une caméra qui tourne, et puis se confronter à des gens dans la vie, et puis on demande est-ce que ça vous dérange. On s'était dit ça, on voulait que le personnage soit fan de... Enfin, en tout cas, était obnubilé par l'idée de ressembler à un joueur de foot. On avait pris Antoine Griezmann à l'époque, et on était allé dans un supermarché, c'était la première étape, ça. Ouais. On était allé on s'était dit, ce personnage-là, où est-ce qu'il irait chez le coiffeur? Et on s'est dit, il irait dans un supermarché, dans un salon de coiffure du supermarché. On avait trouvé un salon de coiffure dans un supermarché, dans une ville à Ganges, je crois, dans le sud de la France. Et on avait, ils avaient, en fait c'était étonnant, c'était la veille de la rentrée scolaire, il y avait plein de gamins de 12 à 16 ans qui attendaient pour avoir cette même coiffure rasée sur les côtés avec la petite touffe de cheveux sur la tête. Et ils étaient tous alignés là et on a demandé la même coiffure, et donc Jonathan s'est retrouvé dans ce salon de coiffure et s'est fait raser sur le côté, il n'avait plus que le haut des cheveux, et on a demandé une teinture peroxydée en fait sur ses cheveux très bruns, donc on a passé et ça nous a mis aussi dans le temps ça d'observer ces jeunes dans la dialectique, et je me souviens que ça a été le point de départ. Et une fois que tu avais cette coiffure sur la tête, il y avait déjà un truc qui avait bougé, quoi, qui s'était décalé, et on a continué de travailler comme ça pour chercher. Effectivement, du coup, l'objet, c'était tous les matins on partait avec la camionnette, et puis Jonathan était chargé de raconter son histoire aux gens qu'on croisait. On était allé dans un bar, une dame qui s'appelait Paulette, et Jonathan lui a dit qu'il était en voyage et qu'il partait en Espagne retrouver une fille dont il était tombé amoureux via une relation Tinder ou mythique à l'époque, je ne sais plus. Et cette femme lui a répondu,
moi je buvais un café dans le café tout en les écoutant. Elle lui a répondu c'est très beau d'être amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, parce que moi j'aime bien mon mari, dont j'étais très amoureuse. Et elle était émue aux larmes d'avoir ce jeune homme devant elle qui tombait amoureux de quelqu'un qui n'existait peut-être pas. Et elle qui venait de perdre cet homme, et ça nous a envoyé dans quelque chose. Tu te souviens de cette... Ouais, très bien. Je crois que c'est ça qui a aussi donné le ton au film après. Enfin voilà, la construction du film, elle s'est faite à partir de ça. Et c'est vraiment, c'est quand même un moment aussi de joie et de recherche, de pouvoir prendre ce temps-là avant un film, de se dire on a le temps de construire des personnages atypiques qui vont pas être jetés comme ça en pâture dans un film. C'est vraiment une construction comme une résidence de théâtre, quoi. Comme au final comme le premier court-métrage qu'on a fait, mais avec beaucoup plus de maturité. Ce que je trouve assez fascinant dans cette histoire, cette aventure, c'est que j'ai l'impression que vous vous donnez mutuellement la liberté d'explorer des choses complètement extravagantes et complètement à l'opposé de vous. Est-ce que c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre aussi? Est-ce que dans l'écriture, moi je suis assez fan, je suis très fan du travail de Jonathan là, dans toutes les choses, qui n'existerait pas sans le travail d'autres, bien sûr, et cette construction de ces hommes fracassés et ces deux faits empires de plus en plus croissants au fur et à mesure du temps, c'est assez magnifique. Je vous ai entendu sur un petit interview qui racontait justement cette construction de ce personnage-là, que vous partiez les 3 premiers jours de tournage, en fait vous n'avez pas tourné, vous avez simplement exploré les choses. Est-ce que tu peux raconter aussi toi, comment est-ce que tu peux aller de plus en plus loin comme ça, sous le regard bienveillant, et comment se passe la chose, comment est-ce que vous montez en mayonnaise tous les deux? Déjà, je sais pas, j'ai l'impression que ce qui nous motive aussi, c'est de passer, de vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que je fais du théâtre ou du cinéma, c'est que j'ai envie de vivre des choses extraordinaires qui me sortent de mon quotidien. Je sais pas, je peux peut-être parler pour eux, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose pour elle quand elle va faire un film, elle veut se sortir de son quotidien et vivre quelque chose avec une équipe. Et là, l'anecdote entre guillemets, c'est que donc on cherche un personnage qui est physiquement quand même particulier, qui parle, qui est bègue, qui est complètement en boucle avec son histoire, qui est complètement perdu dans la vie. Et je me rappelle juste qu'un soir, après toutes ces recherches, après tous ces gens à qui on a parlé, on avait fini entre guillemets le travail, on était en train de manger, et là, un à un, les gens de l'équipe commençaient à bégayer. Et on s'est dit, ok, je crois qu'on est prêt en fait. Tout le monde était en train d'imiter le personnage principal, mais sans s'en rendre compte, c'est que tout le monde commençait à bégayer. Voilà, on était tous dedans en fait, on était tous prêts. Je vais vous tutoyer. C'est à ce moment-là que tu as décidé, maintenant on est prêt à tourner. En fait, c'est ce que dit Jonathan, quoi. En fait, c'est marrant, je reviens juste un peu en arrière, je crois qu'on a trouvé, nous, je ne sais pas jusqu'à où est-ce qu'on réussira à le tenir, je crois que l'industrie est en train de nous rattraper, je ne sais pas dans quelle mesure je serai encore libre de travailler comme ça après ça, ou moi je m'inscris dans l'industrie désormais différemment. Mais tout ce qu'on a eu là, dans notre parcours jusqu'ici, c'est qu'on vivait nos films, on a eu cette chance de vivre nos films. Nos films n'étaient pas des entreprises avec des cahiers des charges à remplir, avec des journées qui appliquaient la convention collective, puisqu'il n'y avait pas d'argent, on était tous hyper libres en fait. L'argent, ce qui est génial quand on n'a pas de moyens, c'est qu'on a l'humain en fait. Et ça a été notre richesse, elle était là. Et donc ce film-là, comme tous les autres, et d'ailleurs j'ai envie de dire même le long métrage, parce que j'ai choisi de travailler avec des gens qui avaient envie de vivre ça, en connaissant mon travail de cours, et qui avaient envie de se faire vivre ça, et qui avaient envie de participer à ce même geste. La chance qu'on a eue, c'est de bien se trouver avec Jonathan.
c'est pas tous les comédiens qui sont prêts à être balancés dans un film de quelqu'un qui n'a encore jamais fait grand-chose et qui vous dit il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, il y a une intuition, il y a une vision, il y a un sérieux dans le travail, même peut-être parfois un peu dictatorial, mais comme souvent quand on cherche. Dictatorial d'ailleurs, je crois qu'on dit. Mais en tout cas, balancer un comédien là-dedans, c'est pas tout le monde en fait. C'est pas tout le monde qui en est capable, parce qu'on parle en fait d'un gros mot, c'est d'improvisation. C'est souvent un gros mot pour les réalisateurs parce qu'ils ont l'impression d'être dépossédés d'une partie de leur écriture ou de leur comme si on nous volait quelque chose quand un comédien improvise. Moi je trouve ça génial, l'improvisation. Je trouve que ça me place moi comme la première spectatrice du film en fait, et ça me permet d'être super au clair avec ce que je ressens. Et avec un personnage totalement décalé comme celui de Ton cœur au hasard, c'est soit ça sonnait complètement faux, on avait juste l'air de faire des pantins avec un personnage déglingué, soit c'était hyper vrai et il n'y avait pas de juste milieu, ce qui était beaucoup plus simple en direction d'acteur bizarrement que quand on est sur un film avec des personnages qui doivent ressembler trop fort à ce qu'on est ou à la vie, où là il faut être... il y a une marge en tout cas plus vaste, une palette de direction qui est plus vaste. Là c'était est-ce que c'est Freddy ou est-ce que c'est pas Freddy? Est-ce qu'on reconnaît Freddy? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Enfin, à la fois dans le fond de ce qu'il essayait de nous dire quand Jonas inventait du texte, et à la fois dans la forme, c'est-à-dire la façon d'incarner. Je sais pas du tout si j'ai répondu à la question de départ, mais... On va oui, est-ce qu'on s'est lancé dans le tournage? Oui, voilà, on s'est lancé dans le tournage à un moment donné. On a fait ça, on a tourné le film. Et on a vraiment fait cette grande route en fait. On a fait une route on a fait 2000 km avec cette camionnette. On s'est servi du fait la camionnette était déglinguée, on faisait que de la casser de partout. Du coup, on a conféré ce personnage, dès qu'il touchait un truc, il le casse. Et il y avait dans ma tête des souris et des hommes. Je pensais à Lenny. Et c'est ma vie bizarrement, qu'en cours de tournage, en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point les deux personnages étaient proches. Lenny comme Freddy. Et du coup, on est rentré, mais avec une camionnette qui était quasiment bonne pour la casse. On était nous-mêmes très fatigués, puisque en tenant autant de rôles, on est 3 en fait à faire le film. Et on a à chaque fois une comédienne qui nous rejoint pour un temps. Et on est 3 à tenir et le voyage et la route. Et c'est un film qui fait 40 minutes au final, donc on doit rentrer avec pas mal d'heures de rush. Je ne me souviens plus combien. On l'a monté pareil très vite. On est rentré fin septembre, je crois qu'on l'a monté en octobre. Et c'est pour vous dire à quel point on n'est pas stratégique, et à ce moment-là de notre vie, on ne connaît rien du milieu du cinéma. C'est que on savait juste qu'il y avait un gros festival de court-métrage qui s'appelait Clermont-Ferrand, et on doit être les seuls qui n'avions pas compris que Clermont-Ferrand, personne commence un film là-bas, puisque c'est un gros festival qui accepte de recevoir les films quand ils ont déjà circulé ailleurs dans d'autres festivals, et que du coup on aurait pu très bien envoyer ce film à Cannes ou je ne sais où, mais on savait, pour nous c'était notre planète. Et du coup, on l'envoie clairement. On voulait absolument. Je crois que les dates, on avait 25 jours pour monter ce film, et on l'envoie comme ça. 25 jours, on a monté le film chez moi, dans mon salon, tous les deux. Et puis voilà, c'est devenu un film. C'est non seulement devenu un film, mais c'est un film qui est effectivement allé à Clermont, et si je ne m'abuse, qui a eu le Grand Prix à Clermont-Ferrand. Vous avez reçu ça comment? Comment on l'a reçu? En fait, c'était vraiment étrange. Moi, j'avais décidé de ne pas aller à Clermont. On était allé à Clermont-Ferrand avec la météo des plages l'année d'avant, et j'avais hyper mal vécu le fait d'être noyée dans une masse de films, de gens. Ça m'a fait une grande violence. J'étais pas du tout habituée à ça. Je m'étais pas rendu compte que de faire un film, il fallait le montrer. Mais vraiment, ça paraît complètement aujourd'hui, ça me paraît surréaliste et tout ça. Et puis je m'étais pas du tout rendu compte qu'à un moment donné, en fait, on montrait un travail sur un immense écran avec plein de gens pour le regarder. J'avais vraiment pas bien vécu d'ailleurs pour rien, parce qu'en plus clairement il y a tellement de films, il n'y a pas forcément de critiques. En plus ça allait très bien avec le film précédent. C'était vraiment une violence intime, personnelle, de ne pas me sentir, je sais pas, comme si je me sentais pas légitime. J'avais pas encore endossé le rôle, le mien. Et du coup, j'avais décidé de ne pas aller à Clermont, et puis ça tombait bien. Je me suis retrouvée au Canada pour un autre truc, et donc j'étais à Montréal quand le jury m'a appelé. Mais Jonas qui était à Clermont me disait il se passe un truc avec ce film. Il se passe quelque chose, je peux pas te dire quoi, mais il se passe un truc. Et puis le jury m'a appelé
pour me dire ça, et du coup j'ai fait le choix de rentrer parce qu'il y avait le Grand Prix, ça je ne le savais pas en y allant, mais il y avait le Grand Prix, il y avait une mention spéciale pour Jonathan, il y avait le prix d'interprétation féminine pour une des comédiennes. Du coup ça faisait beaucoup de choses, beaucoup de raisons d'aller là-bas, mais c'est vrai que du coup c'est un film que j'ai pas accompagné en fait, donc je me suis retrouvée... mais c'est un film qui a changé je crois que c'est un film qui a changé notre vie, en tout cas, qui nous a mis à un endroit qui est celui qui a mis le là quelque part. Pas une question de prix et tout ça, mais plus une question de... Soudain, on a compris, je pense que Jonathan a compris qu'il était un acteur de cinéma, et j'ai compris que j'étais une réalisatrice de cinéma et que ça allait être nos vies, en fait. Et ça, on se l'est formulé l'un et l'autre pendant le tournage de ce film, où on a compris quelque chose, mais pareil, de l'ordre de l'intime, pas de l'ordre de la reconnaissance. Et ça c'est un souvenir précis de ce moment où on a eu cette conversation. Jonathan, toi, ton ressenti sur la mention d'interprétation, déjà, ce qui a clairement sur ce film-là c'est toujours très agréable déjà de recevoir un prix. Et puis, effectivement, comme le dit Aude, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé sur le tournage. Donc, quand on reçoit un prix, moi, ce qui était, je trouvais le plus important, c'était le Grand Prix. C'est de se dire, ok, on ne s'est pas complètement trompé, on a eu la bonne intuition. Et puis, ça récompense aussi un film qui a été financé par nous-mêmes. Et je trouve ça aussi... je trouve que c'est une belle histoire, parce qu'au final, en construisant ce film, on a cru en nous et on a bien fait d'y croire, parce qu'il s'est baladé, peu importe les prix, mais en tout cas il a fait plusieurs festivals, il a pu être vu dans différents pays, et c'est ça qui est... c'était pour moi le plus important. Est-ce que à partir de ce moment-là, ou un peu avant, en tant que comédien, est-ce que tu as joué avec d'autres réalisateurs, ce qui est outrice? Est-ce que c'est à partir de quel moment c'est arrivé? On a commencé à te demander de... Justement, après Ton cœur au hasard, je pense qu'il y a des directeurs de casting qui ont dû voir le film et qui ont dû aimer la performance, et j'ai été appelé sur quelques castings. J'ai commencé à être appelé sur quelques castings, et le premier long métrage dans lequel j'ai joué, dans lequel j'avais un petit rôle, c'est un film de Guillaume Niclou qui se passait au Vietnam, et donc là pour moi c'était super parce qu'on vivait encore une expérience incroyable. Voilà. Ok, on va faire un saut de film. On va aborder Que vive l'empereur, qui pour la petite histoire a été doublement primé à l'appareil Coléron. Il y a eu le prix le prix de SACD du scénario, et Jonathan a eu aussi un prix d'interprétation pour ce film. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Que vive l'empereur, je vais vous le pitcher de mémoire. Celui-là je l'ai vu. Ça va être... je vais vous demander de le pitcher, ça va être plus simple. C'est l'histoire d'un mec qui se prend pour un soldat napoléonien dans une reconstitution en Belgique qui existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui font ça à Waterloo. Et donc le film se tourne pendant le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Et on est allé squatter ce bicentenaire sans que les gens là-bas le sachent. Et on a tourné notre film en décor réel comme ça. Et c'était mon grand rêve de faire un film en costume. Et là j'avais des milliers de figurants gratos habillés en soldats. Ça allait du... Comment ils appelaient les grognards. Du grognard et on a rencontré Napoléon, qui est une star, c'est Dieu vivant, quoi. C'est comme, je sais pas, c'est comme nous rencontrer Tarantino, mais dans le milieu de la reconstitution historique. Et évidemment, on n'était pas équipés de nous, donc l'histoire s'est construite, parce que c'est dur de la pitcher sans vous pitcher, parce que je sais pas si c'est le pitch le plus important, mais en tout cas, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire à faire, en fait. C'est qu'on est arrivé là, dans ce truc, il y avait des milliers de soldats bourrés. On arrive à 17h, on ne se rend pas compte, nous, on pouvait se douter un peu quand même. C'est la Belgique, c'est napoléonien, c'est la guerre. Le lendemain, tous ces gens-là avaient prévu de se taper sur la gueule en faisant semblant que c'était ce qui s'est passé il y a 200 ans. Et nous, on avait juste loué un costume de grognard pour Jonathan, et puis une tente quechua, parce qu'on n'avait pas du tout l'équipement de faire un... Et quand ils nous ont vu arriver, ils ont dit, vous, pas du tout de tente quechua dans le bivouac, quoi. Ça, c'est pas possible, en fait.
Ils nous ont dit, si vous voulez être quelque part, vous allez sur le parking. Donc on était obligés des bagnoles, il y avait toutes les voitures des participants, et on avait notre tente Quechua ici, et c'était l'histoire du coup d'un grognard qui cherche son bataillon, qui vient tout seul de France et qui cherche des copains avec qui faire la guerre le lendemain. Et le seul bataillon qu'il a, c'est sa femme, sur qui il va régner comme un empereur dans ce film. Et cette nana qui essaye d'exister à côté de son mec, qui part complètement en vrille, et dans son délire napoléonien. Et voilà, on a construit ça, on est parti là-bas en ayant une petite trame de ça. C'était l'histoire d'un couple et comment un homme règne sur sa femme, quand bien même c'est son seul allié dans la vie. Et ça, c'était la trame. Et arrivé là-bas, on s'était dit, on accueille, en fait, on verra ce qui se passe. On savait qu'on avait 48 heures voilà, pour tourner ce film. Donc on a tourné ce film du vendredi soir au dimanche soir, en accueillant vraiment ce qui se passe. Et je pense qu'il y avait deux possibilités au montage, c'est d'en faire un film, La merditude des choses, dans le film La merditude des choses, pas l'expression, mais vraiment un film qui aurait été un striptease, ou bien garder notre ligne, et c'est la voie qu'on a choisie sans aucun doute. Du coup, le film n'est pas du tout une comédie, mais c'est un film qui a été rigolo en tout cas à tourner. Je vais juste vous faire part de mon ressenti. Nous recevons au festival bien sûr des films, on les regarde sur notre écran d'ordinateur, un grand avec un bon casque pour avoir du bon son, pour rendre grâce au travail de tous les techniciens. Et moi j'ai vu ce film pour la sélection et j'ai commencé à rentrer dedans. Je dis qu'est-ce que c'est que cet ovni, et c'est effectivement un ovni. Ce que j'adore là-dedans, c'est je parlais du sérieux tout à l'heure. Ce que j'adore, c'est la manière dont vous jouez avec un sérieux plus qu'imperturbable, qui est extraordinaire et qui est. J'adore cette attention portée à la dinguerie des choses, cette attention extrêmement. Attention attentive, bravo, ça s'appelle un pléonasme, mais je ne sais pas comment dire autrement. Il y a un soin extraordinaire, un regard d'une tendresse extraordinaire sur ces dingueries folles qui leur donnent une réalité extraordinaire. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est délibéré? C'est surtout qu'on a grandi en Vendée. Je pense que c'est ça la meilleure des réponses, quoi. C'est marrant parce que cette dinguerie ne nous apparaissait pas à nous si clairement. En tout cas, elle m'est familière d'une certaine façon. Alors, est-ce que c'est la Vendée? Est-ce que c'est autre chose? Mais quand je dis la Vendée, c'est aussi les origines familiales. Enfin, on est quand même issus d'un territoire où enfin, moi, mes grands-parents parlaient pas français, quoi. C'est des gens qui parlaient patois et qui étaient en décalage complet avec le monde. Ils ne pouvaient même pas regarder la télé, mes grands-parents. Et j'ai eu l'impression d'assister comme ça à l'évolution d'un monde qui m'a toujours fascinée et d'un grand sérieux, d'une dinguerie folle, mais c'est assez bien résumé. Et j'ai l'impression d'avoir été imprégnée de ça depuis l'enfance. Et peut-être c'est aussi pour ça qu'il y a aussi des connexions comme ça, de territoires de pensée, de territoires d'éducation, de territoires. Quand je dis éducation, c'est pas l'école, c'est plus comment on dit ça, si, mais l'éducation au sens noble, en fait, de d'où on vient. On parle toujours de d'où on vient, et quand nos territoires ne sont pas habités par des questions, je pense à Matidiople et Atlantique, quand on vient d'un territoire qui n'est pas habité d'une géopolitique qui va nous occuper toute une vie, ou ce que peuvent faire les frères Dardenne, nous c'est ailleurs, ça se situe sur les hommes, sur s'accrocher comme ça à la dinguerie des hommes, et sérieux, j'ai l'impression de faire la vie, en fait. Je crois pas qu'à Paris ça soit beaucoup différent, mais c'est certainement mon cinéma va pas ressembler à la même chose si j'étais issue de la ville, si j'avais côtoyé des gens qui avaient fait été entouré de gens qui avaient fait des études, qui auraient eu des métiers plutôt de cadre. Là, c'est un monde de gens de la ruralité, un monde paysan, j'ai l'impression qu'on est autant le personnage de Ton cœur au hasard, Freddy, que ce personnage de Que vive l'empereur, c'est des gens qui sont vraiment issus de ces territoires. Oui, puis après, dans ce film-là, effectivement, il y a beaucoup de folie et les personnages sont dingues, mais autour de nous, c'était encore plus fou, quoi. C'était vraiment, au contraire, nous, on s'est dit, bon, on va y aller mollo, parce que là, vraiment, je me rappelle, le premier soir où on est arrivé, il y avait des gens sous, mais partout, et j'ai vu un cheval courir avec quelqu'un qui était accroché à l'étrier, en train de se faire traîner par terre, et des gars qui rigolaient, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, on va passer 48 heures ici, ça va être
Non, mais en plus, on avait ri parce qu'on nous a virés quand même, parce qu'on faisait trop, avec notre Quechua, on était trop à l'époque années 2000 par rapport à leur. Et en fait, genre un quart d'heure après, on entend une sirène de pompiers. En fait, c'est les pompiers qui arrivaient dans le bivouac avec leur camion de pompiers parce qu'un mec avait éteint sa clope dans un baril de poudre pour sa garder dans le main et avait explosé tout le bivouac, ce petit coin de bivouac, quoi. Et on les voyait là avec les pompiers et les trucs, et c'était quand même un drôle de. Et avec des écrans géants, parce que je crois que cette année-là, il y avait une Coupe du Monde de foot ou je sais pas quoi. Donc ils avaient quand même mis un écran géant dans une tente bivouac, donc un truc ça se voit pas trop, quoi. Ça fait un peu napoléonien, mais c'est quand même Coupe du Monde. Et tous ces gens habillés en grognards ou en différents strates de la hiérarchie de l'armée de l'époque, qui mataient le foot, quoi. Oui, donc c'est... Et très sérieusement. Oui, et puis ils se préparent, c'est méthodique, c'est... du coup, moi j'ai dû passer... j'ai fait une parade avec eux, enfin j'ai passé, genre, je sais pas, 5 heures avec eux, à parader, à me faire commander, quoi. C'était quand même assez... Là, j'ai compris où je mettais les pieds et je me suis dit, en fait, mon personnage n'est pas si fou. Au contraire, j'ai essayé de retenir des choses et d'être plus pas dans la démonstration de la folie, mais plutôt dans l'incarnation de l'émotion un peu perturbée. Oui, perturbé est tout à fait le mot. Juste, comment est-ce que vous aviez eu vent de ces reconstitutions? Est-ce que vous en aviez déjà vu? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic d'aller là pour faire ça, justement? À part l'envie d'un film en costume. En fait, le déclic, il est... comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé 10 ans de ma vie dans les Balkans, ou sur des territoires, en tout cas, où la guerre ou l'après-guerre a occupé, en tout cas, tout mon espace mental pendant 10 ans. Et de découvrir à un moment donné que des gens en Europe de l'Ouest jouent à la guerre, que c'est un jeu, que c'est quelque chose qui a l'air de... Et puis en plus, pas un petit jeu, c'était le bicentenaire de la bataille de Waterloo, donc là ils avaient mis les bouchées doubles, quoi. Il y avait des gens du monde entier qui venaient présenter leur bataillon, des gens de Russie, des gens des États-Unis. Et j'avais envie d'aller voir ce truc et je voulais plus jamais faire de documentaire de ma vie. Enfin, j'ai eu une toute petite carrière documentaire, j'ai vraiment été mauvaise en documentaire. Plein de raisons, je peux expliquer, mais c'est pas très intéressante. Mais en tout cas, j'avais pas du tout envie de faire un documentaire là-dessus. Mais j'avais envie d'aller voir, quoi. J'avais envie d'aller voir et d'avoir un regard à ma manière critique sur ces hommes qui jouent à la guerre. Pour moi, ça devait être forcément des hommes qui se comportaient mal avec leurs femmes. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire. Voilà. Et avec ce qu'on a vu, je peux confirmer que la place des femmes dans ce genre de reconstitution est questionnante. Oui, c'est drôle parce que autant en effet, je me refais le film, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu, je me refais le film, c'est bien. Ce qui m'a surtout frappé, en fait, c'est la tendresse du regard du vôtre et du personnage de son épouse sur cet homme qui est un peu timbré quand même. Donc, et c'est drôle parce que il me semble que ce thème annonce aussi beaucoup les héros ne meurent jamais, parce qu'il y a une immense tendresse de cette réalisatrice dont on parlera tout à l'heure, pour cet homme qui est un peu perché aussi. Donc, à la fois le regard il est un peu ambivalent, il y a ce regard un peu critique sur la manière dont il se comporte, et il y a aussi cette extraordinaire tendresse pour sa dinguerie. J'ai l'impression, j'ai compris après que c'était un film qui parlait aussi du cinéma, en tout cas de comment on est happé quand on commence une carrière dans le cinéma, peut-être dans plein d'autres, des gens passionnés en fait, ça parle de la passion, ça parle de quelqu'un dont la passion de cette personne est au-dessus de toutes les formes même de respect, de morale, quand on est happé par une obsession, quelque chose de... C'est quelqu'un qui veut devenir un soldat, ou comme on pourrait dire je veux devenir acteur, ou je veux devenir réalisatrice. Et comment on est happé comme ça quand on est passionné, dévoré par la passion au point d'en négliger finalement les seules personnes qui vous entourent. Et j'avais l'impression d'être en train de vivre ça peut-être moi-même. Et que c'était une façon peut-être de le traduire de cette façon-là. J'ai cru ça à un moment donné en tout cas. Je continue de penser que c'est hyper dur d'accompagner, enfin d'être dans la vie intime d'un réal, d'un comédien qui travaille, c'est compliqué. Et ce film, c'est peut-être pour ça que je le filmais avec autant d'empathie, d'empathie ou de tendresse, tu as dit ça, mais je me rends pas compte quand je le filme qu'il y a de l'empathie et de la tendresse. Je l'accompagne juste, moi j'y crois, enfin je crois à mes personnages, je me moque pas d'eux, quoi. Je me moque pas de Freddy dans ton cœur au hasard, même s'il y a toute la matière à ça, je me moque pas de lui, je le prends au sérieux, c'est peut-être moi la plus sérieuse dans cette histoire. C'est pas les personnages, c'est le regard que je porte sur eux, vraiment
j'ai envie de croire ce que je vois en fait. Je pourrais jamais filmer avec ce... Je sais que dans la comédie, tout ça, il y a des réalisateurs, il faut avoir une espèce de regard critique sur ce qu'on filme, sur le comédien, on joue avec de l'ironie et tout ça, mais moi je suis pas à cet endroit-là, clairement. Ça m'empêchera pas de faire des comédies dans la vie, mais ce sera pas dans cette veine-là, ce sera une veine d'empathie très forte avec ce qui est en train de se jouer. J'ai besoin de les aimer vraiment très fort. Mais c'est ça qui fait toute la force de ton cinéma. Donc vous êtes... Le film est tourné en 48 heures. Pareil, est-ce que vous vous êtes dit, bon, on y va, on plonge, et puis s'il sort quelque chose, il sort quelque chose, et s'il sort rien, il sort rien. Comment ça s'est... Ouais. Oui, ça a été construit un peu comme les autres films. Là, la différence, c'est quand même qu'on avait une productrice qui travaillait sur le film. Par contre, on lui a dit, genre, je pense, un mois et demi avant. On lui a dit un mois et demi avant, on a une idée, mais le problème, c'est que c'est dans un mois et demi. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'argent. On n'a pas encore été très stratégique là-dessus. Et après, c'est pareil, on a pris du temps. On a pris une semaine avant d'aller en Belgique avec Antonia Burezi, qui joue dans ce film, que Yves Lempereur, qui joue ma femme. Et on était dans une maison en Vendée, on a vécu la vie de ce couple-là pendant une semaine, à essayer Aude... passé une semaine à la maltraiter, c'est ça? Non, pas à la maltraiter, mais en tout cas, on essayait de se mettre dans cette énergie-là, et la première scène qui est dans le film, c'est une scène qu'on a tournée en Vendée, voilà, qui est en extérieur, et en tout cas, il fallait se mettre déjà dans une certaine folie. Déjà dans un jusqu'au boutisme, et je me rappelle, Aude, un jour, elle m'a dit ça serait super, on va faire une scène où en fait tu as un couteau napoléonien et tu vas dépecer un lapin à l'ancienne mode, avec un tuto. Bon, et donc on a fait cette scène-là, et d'ailleurs je pense que c'est la scène la plus réussie du film, hein, elle n'est pas dans le film, mais voilà, on a vraiment, on s'est mis tout de suite dans un processus de création comme les précédents films en fait. Et moi c'est ce qui me frappe et que je trouve aussi magnifique dans les héros ne meurent jamais, qu'on va voir tout à l'heure, c'est l'extraordinaire sérieux du jeu en fait. C'est ce que tu disais. Non mais là ce qu'il dit c'est important, cette scène du lapin par exemple, ça paraît complètement bête, mais en fait c'est comme ça que parfois naissent les rapports entre deux personnages. C'est que on avait ce lapin mort, on avait une dague napoléonienne qui avait avec le costume. On avait chopé un tutoriel YouTube d'un mec en Ardèche qui montrait aux gens comment dépecer leur lapin tout seul. Et j'avais juste dit à Antonia et à Jonathan, on met l'ordinateur devant nous, on a le lapin, et Jonathan, tu dépeces le lapin en même temps que le mec donne les conseils sur l'ordinateur. Et l'idée, c'est de trouver la bascule, ce mec qui essaye de montrer à sa femme qu'il est courageux, qui va faire ça avec sa dague, qui vont bouffer le lapin le soir, va se retrouver à avoir un peu le haut le cœur quand il commence à couper ce lapin, et c'est elle qui va prendre le relais et elle est bien plus forte que lui sur ce truc. Et en fait on savait ça comme trame, et des fois la vie nous aide, c'est que Jonah met le premier coup de couteau dans ce lapin et en fait t'as dû perforer je ne sais quoi. Non, c'est quand j'ai enlevé la peau. Quand j'ai enlevé la peau, le cadavre du lapin m'a fait pipi dessus quoi, parce que j'ai... Et donc du coup dans la scène, c'est trop bizarre de raconter ça, mais et donc du coup du coup l'odeur était horrible, ils se sont se faire pisser dessus par ce lapin, et tout ça était sur une caméra. Moi je filmais ça comme une séquence de travail, c'est-à-dire que c'était donc ils savaient qu'ils étaient filmés quand même, et on s'était toujours dit, on sait que ça va pas être forcément le film, mais dans le cas où c'est bien, ça peut être dans le film, donc il faut quand même jouer quoi. Et il se retourne pour vomir, en fait il était l'estomac au bord des lèvres. Et Antonia se dit, ça doit être le moment, ça doit être un truc de jeu, c'est le moment, il faut que j'intervienne. Et donc elle part chercher une scie à métaux qui était à côté, et elle commence à trancher la tête du lapin. J'avais rien demandé. Je sais même pas pourquoi elle a tranché la tête du lapin, c'était même pas dans le tutoriel YouTube. Et du coup, on était tous choqués, en train de la regarder faire, et elle prenait son rôle tellement à cœur. J'étais ok. Tu te rappelles pas de ça? Il y a la tête du scie à métaux, elle était prise dans les poils du lapin, du coup. Et là, on les tenait, quoi, les deux. Et on est parti. Oui, et du coup, juste cet exercice-là, enfin en tout cas cette scène-là, fait que d'un coup, on a les personnages aussi, quoi. Donc c'est ça qui est hyper agréable dans ce travail-là, c'est qu'on est surpris nous-mêmes, mais c'est jubilatoire. C'est forcément jubilatoire, parce qu'on voit la construction avancer et s'étoffer.
on commence à appréhender votre travail ensemble. Jonathan, quand tu te retrouves sur le plateau d'un autre film avec quelqu'un qui travaille complètement différemment, qu'est-ce que ça te fait la première fois du coup? Ça lui manque. Bah, faut s'adapter. Non, mais c'est vrai. Après, c'est ce que j'ai compris aussi et c'est ce que j'ai appris, c'est qu'il y a 1000 façons de travailler. Et il y a 1000 façons de faire. Il suffit juste de trouver sa liberté et sa décontraction, entre guillemets, quoi. De pouvoir inventer des choses, de pouvoir même surprendre des réalisateurs qui ne s'attendaient pas forcément à ça. C'est aussi j'ai envie de dire, le devoir de l'acteur, de l'actrice, d'aller un tout petit peu plus loin en fait. Et après, si ça ne convient pas, si ça ne marche pas, on peut enlever. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Voilà, donc il faut s'adapter. Juste une petite question sur le filmage. Aude, c'est toi qui cadres tout le temps systématiquement. Tu as des grosses caméras, tu as des petites caméras. Comment tu aimes travailler? Non, sur les 3 cours, c'est la même caméra. C'est une caméra que j'avais achetée, je crois, 3 ou 4 000 euros, avec une seule optique qui est un 50 mm qui ouvre à 0,9. Ça veut dire qu'en fait, je peux quasiment tourner en très basse lumière. Ce qui me permettait d'avoir ni chef électro, ni... Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de machine, c'est une petite caméra. Il n'y a jamais de lumière ajoutée. Non, on n'a jamais eu sur les cours, on n'avait pas ça, on n'avait pas de lumière, pas de pointeur, donc c'est une petite caméra pour que je puisse faire le point moi-même. Et avec un 50 mm qui ouvre à 0,9, ça veut dire que le point en fait entre le nez de Jonathan et la joue, c'est flou. Donc d'où il y a beaucoup de flou dans les 3 films, c'est pas voulu, c'est pas un effet de style pour faire genre, c'est juste que moi je suis sur un petit écran LCD pour faire le point et que je rame à faire le point en fait. Et ça fait ça sur 3 films. Et le long, j'ai donné la main. J'ai passé la main plutôt. Justement parce que je ne pouvais pas faire la même chose avec une grosse caméra. Et je crois que c'est la limite. Peut-être qu'un jour j'y passerai à faire chaque fois sur soit le film de quelqu'un d'autre, soit sur mes propres films. Mais en tout cas, là, j'explore peut-être maintenant le monde du scénario, un autre endroit. Au même titre que j'ai quitté les manettes du montage, j'avais une monteuse sur le long, c'était la première fois. Et tout d'un coup, ça devient un travail d'équipe. On n'est plus que tous les deux comme on était au départ, en fait. On n'est plus que tout. On était 2, puis on est devenu 3, puis 4, et puis aujourd'hui on est 12. Comment tu as accueilli cette mutation comme quelque chose de nécessaire dans lequel tu trouvais une liberté? Comment ça se passe? Ouais, je trouve ça génial, la collaboration. C'est ce que j'ai trouvé avec Jonathan au jeu, c'est quelque chose que j'ai retrouvé ensuite avec Adèle, avec Antonia, savoir que c'est possible de vivre avec d'autres. Le plaisir que j'ai eu à faire des images moi-même, je l'ai retrouvé en mettant Paul Guillaume derrière la caméra sur le long. J'ai trouvé ça génial d'être à mon endroit, c'est-à-dire l'endroit de quelqu'un qui peut diriger l'image comme le reste. Le montage également, je trouve ça c'est une décharge énorme quoi, de pouvoir s'appuyer sur des gens en qui on a confiance. Tout l'enjeu c'est de les trouver, c'est de les trouver, d'être sûr qu'on parle le même langage, qu'on est de la même famille de pensée, ou alors si on ne l'est pas, ça peut être aussi riche de ne pas l'être. C'est le cas, par exemple, moi j'ai une assistante réelle qui est quelqu'un que j'adore, que j'aime beaucoup, et on a une sensibilité, mais presque, si moi j'ai la lettre A et la lettre Z, quoi. On a je pense, un rapport au monde radicalement différent, et c'est ce qui enrichit pour moi la collaboration, pour cette collaboration. Et après, les producteurs, productrices, en l'occurrence, j'ai que des productrices jusqu'ici. Et toutes ces collaborations-là ont enrichi quelque chose clairement, et maintenant dans lequel j'ai envie de continuer de creuser. J'ai pas envie de revenir en arrière, je dis pas que je referai un film. Ça pourrait être hyper tentant de refaire un film, on en parle souvent avec Jonah en ce moment particulièrement, parce qu'il sait que je m'embarque dans une année d'écriture, donc ça signifie pas de tournage ensemble. Tout ça, et on parle de l'éventualité de reprendre un geste comme celui de Que vive l'empereur ou celui de Ton cœur au hasard. Ce serait que dans ce cadre-là, confiné avec Jonathan, j'aurais envie de le refaire, mais sinon il y a envie d'explorer, d'aller de plus en plus pour ces idées de collaboration. Elles sont hyper riches, les collaborations, quand elles se passent bien, j'imagine. Mais oui, j'y ai appris énormément de choses. Là où j'avais touché mes limites, ça travaillait comme on travaillait ensemble. Ça y est, je tapais sur tous les bords cadres. Je ne savais plus quoi faire d'autre en image, seule en tout cas. Je ne savais plus quoi faire d'autre sans scénario.
Il me semblait qu'on allait faire des bis repetita, on allait chercher des gestes de performance et qu'on allait s'épuiser à faire ça. J'imagine que ta pratique au début de la photographie et de l'image documentaire a énormément nourri ton goût pour le cadre. Je suppose que ça s'est bâti comme ça. Tu imagines ça comme ça, en fait? Disons qu'en tout cas, oui, je pense que là, aujourd'hui, je sais de quoi je parle quand je parle avec un chef-op. C'est pas juste l'image de mon film qui se joue, quoi. Il y a quelque chose d'un langage qui est le mien. C'est l'endroit où je me sens le plus... J'irai pas monter le film de quelqu'un d'autre, j'irai pas écrire le film de quelqu'un d'autre, mais chef-op, c'est le métier que j'aurais pu choisir. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'arrivera un jour, si j'arrive pas, soit parce que je le choisis, soit parce que j'arrive pas à faire mes films. Mais c'est un métier que j'aurais adoré exercer chef opératrice, c'est... J'espère d'ailleurs me donner le droit de l'exercer à un moment donné dans ma vie. Donc, Vive l'Empereur est aussi couvert de prix un peu partout. Il n'y en a pas mal. Se pose la délicate question à partir de ce moment-là, à partir de trois courts-métrages réussis, primés. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment aider l'idée de passer à un format plus long? Comment s'est passé le processus? Est-ce que ça a été organique, naturel? Ça n'a pas été organique, ça n'a pas été naturel. Ça a été hyper fastidieux pour moi de me dire que là, j'avais plus le choix, il fallait écrire. Ou alors, il fallait faire un long dans le même genre de configuration qu'on avait faite ensemble, et ça me paraissait improbable. Donc, j'ai joué le jeu de l'écriture. J'ai joué le jeu de l'écriture, ça a été tout un processus en fait. Il y a eu donc ces 3 films en 2 ans et 1 an et demi où en plus je fais un enfant à ce moment-là, donc je suis enceinte, je travaille, je sais pas trop comment ma vie va ressembler, et avec un premier long et un enfant. Avec des idées soudainement, comme c'était scénario, produit, tout d'un coup, où l'imagination, parce que en fait c'est aussi un truc assez dingue, l'imagination, c'est que on imagine toujours des choses quand on les autoproduit, des choses qu'on va être capable de financer. Donc j'avais conditionné mon imagination à un périmètre de choses qui étaient faisables. Je ne me connaissais pas en dehors de cette zone, c'est-à-dire la zone qui coûte de l'argent, la zone qui peut nécessiter de... Et tout d'un coup, c'est ça aussi qui se passe, quoi. C'est que j'ai un décloisonnement. Il faut... Et donc tout est possible. Et quand tout est possible, n'importe quoi est possible. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant 1 an et demi, j'ai écrit n'importe quoi. N'importe quoi, mais à chaque fois c'était suffisamment pas complètement n'importe quoi pour avoir une aide à l'écriture ou une aide au développement ou un truc. Et du coup ça nous confortait dans notre n'importe quoi. On avançait avec un film qui était un film au Grand Nord, dans le Grand Nord, avec des gens habillés en cosmonautes. Tu te souviens de cette phase? C'était un film qui aurait, mais je pense qu'il aurait été non seulement pas faisable, mais en plus Dieu merci, enfin, ça aurait été n'importe quoi qu'on fasse un truc pareil. Et soudain, je me suis réveillée en me disant, si je continue là-dedans, je suis en train de faire n'importe quoi et je vais payer cher. C'est que je vais juste plus me ressembler. En fait, je suis en train de partir dans une aventure hollywoodienne. La moitié du casting était anglais. Enfin, c'est un film en anglais. J'ai rétro-pédalé d'un coup pour plein de raisons. Je vais éviter de vous donner aussi, mais des raisons, en tout cas, des raisons personnelles, elles sont là. Et je prends cette décision en juin, et on a un été un peu de merde, parce que il y a tout d'un coup, c'était 1 an et demi perdu, où on n'avait pas tourné, on attendait de faire un truc ensemble, un long métrage, et moi j'ai cet échec d'écriture, et on se donne cette idée il y a cette idée du film des héros ne meurent jamais qui apparaît comme ça, mais qui est une idée, au moment où je l'ai, j'ai raccordé, je me suis réconciliée avec l'idée qu'il fallait qu'on fasse un film comme on les avait fait jusqu'ici. Je m'étais dit, le premier long, en fait, ça fait sens, il doit ressembler au court, il ne doit pas être autre chose. Et donc, on se dit, avec Jonathan, on va faire cette histoire ensemble. Les héros ne meurent jamais, on va l'écrire comme on écrivait nos cours, c'est-à-dire brièvement. Et puis, on va partir avec très peu de gens, ceux qui ont envie de nous suivre. On en avait déjà pas mal avec nous qui se seraient embarqués. En vrai, les mêmes. Je crois que c'est exactement les mêmes personnes. À 2 exceptions près, parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de les faire venir. La chef électro et une directrice de production qui n'aurait pas fait sens d'avoir tout ça sur un plateau si on n'avait pas d'argent, mais c'était ça l'idée. Jusqu'à la rencontre avec Sylvie Piala, qui s'est faite comment? Ça faisait un petit moment que mon agent me disait « j'ai l'intuition qu'il faut que tu rencontres Sylvie Piala ». Et moi ça me foutait les boules de rencontrer Sylvie Piala, je ne connaissais pas Sylvie Piala, je connaissais juste sa carrière, son CV,
son tempérament de loin, comme ça. Et puis là, je me suis dit, de toute façon, là, j'ai plus rien à perdre, en fait. C'est soit on partira tout seul, enfin, fort de l'idée qu'on partirait tout seul, quoi qu'il arrive, ce film se ferait dans ma zone de confort, donc quelque chose où je savais que j'étais capable de le tenir. Ça me coûtait rien de rencontrer Sylvie. Et la rencontre a été géniale et sur ce film, en fait. Donc on s'est rencontrés et humainement, et sur le film, et à partir de là, elle n'a pas voulu lâcher, en fait. Et elle a fait muter ce projet. Elle m'a obligée à muter, elle m'a obligée à avancer. Enfin, je crois qu'elle m'a professionnalisée, en fait, pas dans le sens où elle nous a couvert d'argent, de machin, mais dans le sens où c'est une maturité. Elle m'a fait comprendre qu'il y avait que l'industrie, qu'est-ce qu'était le mot industrie qui pour moi était totalement opaque et tout ça, et de la nécessité d'écrire, la nécessité de penser, que penser ça figeait pas les choses, ça n'empêchait rien d'inventer au plateau, la nécessité d'agrandir une équipe, de ne pas avoir peur de collaborer avec d'autres, lui faire confiance à elle, qui était quelque chose qui était compliqué pour moi, d'accorder de la confiance et voilà, dans un travail où je ne sais pas où je vais, et tout s'est fait très très vite surtout, parce qu'on se rend compte en octobre, en janvier émerge ce scénario, donc 3 mois plus tard, et on tourne, au 1er juillet on lance le tournage, donc en fait on a eu janvier, février, mars, avril, mai de prépa. Le casting était déjà fait parce que je faisais tourner des gens que je connaissais, donc il n'y avait pas eu de casting. À part en Bosnie, on en a fait avec Jonah, mais c'est ce que je compte comme un temps de prépa, mais c'était très rapide en fait. Et c'est un film qui coûtait rien, puisque je l'avais écrit dans l'idée qu'on le ferait seul. Donc c'est un film qui coûtait presque rien, donc on pouvait le financer en 4-5 mois en se disant on prend l'argent qu'il y aura et on fait avec ça. Est-ce que pour le coup le scénario était plus écrit que les précédents? Est-ce que Sylvie Piala vous a forcé à écrire, rédiger des dialogues, toutes ces choses-là? Elle m'a carrément obligée à tout ça, et elle a eu bien raison, parce que maintenant je saurais que c'est pas si vertigineux d'écrire 80 pages, 90 pages, 100 pages, ça se fait en fait. Et puis ça se revisite très bien, et puis on peut réinventer plein de choses. Mais oui, c'est écrit, on a joué le jeu des financements, on n'a pas eu l'avance sur recette, il le fallait au premier coup, puisqu'on avait très peu de temps, on ne pouvait pas le repasser en fait. Et on est invité à la repasser, mais on se dit qu'on n'a pas envie d'attendre 1 an pour pouvoir refaire ce film. Et donc du coup, on est parti avec très peu au final, je crois qu'il y a 800 000 € sur le film, liés à ce scénario. Comment est arrivée Adèle Haenel sur le film? Adèle, elle est arrivée sur le film très tôt. Elle est arrivée, enfin je suis allée la chercher, Adèle, j'avais très envie de travailler avec Adèle, on se connaissait du cercle amical, et non, j'avais pas l'idée de la chercher, pardon, j'avais envie de travailler avec Adèle un jour dans ma vie, mais je m'étais pas dit forcément pour le premier film ça, et en fait comme l'histoire c'est que le film, au départ, comme on devait le faire que tous les deux, j'aurais dû avoir le rôle d'Adèle dans ce film, j'aurais dû... et Sylvie, en me côtoyant, en me pratiquant comme ça au quotidien pendant 3 mois, à un moment donné, dit en fait c'est Adèle, quoi. Il faut un alter ego, là on n'est pas dans un désir de cinéma, c'est pas le désir de filmer quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit incarner qui je suis, et dans ma relation avec Jonathan, et le plus proche possible de ce que je peux être dans la vie. Et elle avait cette intuition, Sylvie, que c'était Adèle. Évidemment, j'ai pas présenté exactement les choses comme ça à Adèle quand je lui ai parlé du projet. Et elle a lu ce qui existait à l'époque très tôt, en décembre, et elle s'est embarquée tout de suite, hyper vite en fait. Et ça a été super parce qu'elle conditionnait pas ça à l'argent, elle n'a pas conditionné ça non plus à la qualité au mot près du scénario, et elle s'est embarquée dans notre mouvement à nous très simplement, avec beaucoup de générosité aussi par ailleurs. En fait, c'est le mot que j'allais employer, parce que j'ai eu la chance de voir le film à la Cinémathèque après Cannes, quand ça a été repris à Paris. Et effectivement, le mot qui s'impose pour l'interprétation d'Adèle dans le film, c'est la générosité avec laquelle elle le fait. Mais qui n'a été que... en fait, c'est drôle parce que entre Que vive l'empereur, déjà Tout cœur au hasard, Que vive l'empereur,
des thèmes annonciateurs des héros ne meurent jamais, qui sont déjà présents dans les 2 premiers films. Il y a cette, ce que je disais tout à l'heure, cette tendresse pour la déraison des hommes, que je trouve, que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, qui m'estomaque beaucoup. Et la tendresse des femmes pour les hommes déraisonnables, qui pourtant les maltraitent. Donc c'est très très passionnant. Et qu'est-ce que je suis perdu, je ne sais même pas où je voulais arriver. Ça c'était très 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 important. Donc en fait j'imagine que les Balkans sont arrivés parce que vous y avez vécu et filmé beaucoup. Comment s'est passé ce retour Oui, en fait, c'était vraiment... je pensais pas du tout revenir dans les Balkans dans ma vie, mais les Balkans étaient beaucoup plus importants que toutes mes autres expériences en Afrique. Enfin, j'ai vraiment habité dans les Balkans, pour le coup, j'y ai passé de nombreux mois, de nombreuses années. Mais j'avais plus en tête d'aller dans les Balkans, j'avais plus en tête d'y retourner, mais là, il me semblait que sur une histoire d'un homme qui se prend pour la réincarnation de quelqu'un d'autre qui est hanté par le fantôme de ses vies antérieures, le décor de la Bosnie-Herzégovine hanté par les fantômes d'une guerre me semblait ce qu'il y avait de plus naturel, en tout cas pour moi, dans l'association des deux. Et j'avais l'intuition que c'était là-bas que ça devait se passer, et peut-être que ça aurait pu être un film qui se tourne à Verdun, ou qui se tourne... Il s'avère que j'ai eu la chance, ou malheureusement, je ne sais pas comment on peut parler de chance dans ces moments-là, mais j'ai eu la chance de voir l'histoire avec un grand H se fabriquer, non pas dans les livres, mais devant mes yeux, et assez jeune en fait. Et il y avait envie qu'on traverse ça dans le film, toujours dans l'idée qu'un film reste quelque chose qu'on avait envie de vivre, et pas forcément seulement d'interpréter. Et donc de balancer comme ça tous ces gens, Jonathan, Adèle, mais toute l'équipe derrière, une petite équipe, on est 12 en tout, comédiens inclus, dans un décor naturel à échelle comme ça, où les impacts de balles dans le mur ne sont pas des décors de cinéma, où les gens qu'on croise sur notre route ne sont pas simplement des comédiens, mais ce sont aussi des gens qui ont traversé l'histoire de leur pays, l'histoire d'une guerre. Le film traverse, peut-être c'est un clin d'œil à Que vive l'empereur, je ne sais pas, mais pour toute autre raison et pour des raisons, traverse les cérémonies de commémoration des génocides de Srebrenica, qui est en fait un enterrement géant qui a lieu chaque année depuis 1995, où on enterre les gens victimes du génocide dont les corps ont été retrouvés dans les charniers dans l'année et identifiés. Et le film traverse ces cérémonies. Adèle et Jonas se retrouvent dans ces cérémonies et donc nous avec. Il y avait envie de collusionner comme ça avec toujours dans l'idée où ce film aurait pu se faire. Ça aurait été le parcours qu'on aurait fait si on était allés tous les deux avec cette histoire-là en Bosnie. Et donc on a traversé des vraies choses. Et la Bosnie c'était pas un film sur la Bosnie, c'est pas du tout un film sur la Bosnie, c'est pas du tout un film sur l'histoire de la Bosnie. C'est une toute petite histoire qui vient collisionner avec la grande histoire. Jonathan, tu as abordé ce rôle comme les autres, ou est-ce que tu as essayé de lui donner une couleur particulière? Comment s'est passée ta composition là-dessus? Un peu comme avec les courts-métrages. Déjà, on en a beaucoup parlé parce j'ai participé à l'écriture du scénario. Donc j'ai vu l'évolution de tous les personnages, y compris celui que j'avais joué. Et pareil, on a eu un petit temps à Paris pour la première scène qui est dans le film. Et ça a été aussi une façon de pouvoir appréhender ce personnage-là et le comprendre et trouver sa place. Après, c'est quelqu'un... Enfin, on va peut-être pas non plus complètement raconter le film, mais en tout cas, il y a beaucoup de perdition avec ce personnage-là, et donc du coup, il se laisse aussi un petit peu guider par l'aventure qu'il traverse. En tout cas, c'est la première fois que les personnages me ressemblent peut-être un peu plus, en fait, te ressemblent plus que les autres films qui étaient des rôles de composition. Là, c'est un personnage plus proche de toi. Et en ce sens, qui a été le plus compliqué pour toi à jouer, à mes yeux. Ouais. Et le personnage d'Adèle est plus proche de toi? Oui, et proche d'Adèle aussi, mais oui, complètement. Complètement. C'est pas un immense rôle de composition non plus. Il y a une chose aussi que j'aime beaucoup dans le film, qui m'a fasciné, c'est la fiction au secours de la déraison des hommes, c'est-à-dire que, en fait, le personnage d'Adèle adhère à la fiction de ton personnage et ils partent tous les deux en vrai.
en effet, c'est très très, ça me fait beaucoup penser à ton aventure à toi. Donc, est-ce que la fiction t'aide à supporter le réel, tout simplement? Comme tout le monde, hein, j'imagine. Comme tout le monde, en tout cas. En tout cas, raconter des histoires, oui, c'est quelque chose que je trouve essentiel, les raconter de toutes les formes possibles, que ce soit... c'est partie des choses que je préfère dans ma journée avec ma fille, c'est de lui raconter une histoire. C'est quelque chose que je trouve génial, le récit. Et comme on a bâti toutes nos histoires de cinéma avec Jonathan sur le récit et non sur l'écriture, c'était une autre façon d'écrire, peut-être une façon d'écrire plus africaine, j'en sais rien, mais c'est l'oralité qui nous a amenés au cinéma, c'est de partager des choses en discutant, qui nous a amené à les voir. Et ce qui est magique dans la fiction, en tout cas, ce que moi je continue de trouver magique dans la fabrication d'un film, c'est quand on sent qu'à travers des mots écrits ou des mots échangés, on est en train de visualiser quelque chose de commun. Et quelque chose qui va prendre corps à un moment donné, qui sera ce que vous voyez, ce que nous on voit tous en tant que spectateurs au bout de la chaîne. Et ça, ça reste encore pour moi un acte magique, incroyable, dans lequel je ne me lasserai jamais de voir ce processus à l'œuvre, à la fois en tant que spectatrice et à la fois en tant que quelqu'un qui fabrique un film. Ok, on va pas donc déflorer le film qu'on va voir tout à l'heure. Juste sur ce parcours depuis le début qu'on a balayé, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Peut-être vous qui avez des questions à nous poser ou pas. J'ai deux questions. Première, les premières heures de rush dans le film. Et deuxième question, le cru du film. Et la troisième question, la sortie nationale. Alors, Première heure de rush, c'est un film qui a très très peu d'heures de rush. On avait 21 jours de tournage et il y a 20 heures de rush. Moins d'1 heure par jour, et le film fait 1h20 au final. Donc pas une énorme marge de manœuvre en termes de déchets, on va dire. Un 20e de ce qu'on a filmé dans le film. Et le coût du film, c'est toujours un peu bizarre avec ces histoires de crédit d'impôt de Sofica que je ne maîtrise pas très bien. Je crois qu'on est parti avec 600 000 €, et qu'on a glané un peu plus sur la suite. Je crois qu'à la fin, le coût du film est de 800 000 €. Je crois. En tout cas, c'est moins d'1 million. On était en dessous de toute forme de convention. On était tous en hors forfait. Enfin, voilà. Et après la sortie nationale, ça va être mars ou avril. De quoi? Oui, 2 millions de l'an dernier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lui donner le micro. Moi, j'entends. Moi, j'entends. Du coup, avec 20 heures de rush, est-ce que ça a posé des problématiques de montage? Ça a amené à repenser le montage du film? Il y a eu des blocages ou ça a été fluide? Voilà. Je ne sais pas si c'est les heures de rush qui ont posé des problèmes de montage, mais en tout cas, j'ai eu des problèmes de montage plus nombreux que sur mes courts-métrages qui n'étaient pas écrits. Alors ça, c'est très bizarre. C'est-à-dire que là, j'ai quand même suivi un canevas et ça a vachement bien marché. Du moins, la logique du canevas était moins... Tu vas où? Je me sens hyper seule. Non, mais c'est juste... on a fait un truc un peu intelligent, en tout cas, j'ai trouvé que ça avait été bien. J'ai été bien drivée par, encore une fois, ma productrice dans cette histoire. C'est qu'on a fait un montage à fragmentation. Un montage, on a fait 3 semaines, on faisait une pause, 5 semaines, on faisait une pause, et puis à la fin, en fait, je crois que c'est un film qui a tenu en 10 semaines de montage, qui est tout petit, donc en fait ça va, je me suis pas perdue longtemps, mais j'ai vécu plein de moments de doute avec ce film dans le montage, dans sa narrative. Ça n'a pas été une aventure très simple, le montage, en tout cas je ne l'ai pas traversé hyper détendu. Et aussi parce qu'effectivement, le nombre d'heures de rush, maintenant je saurais que c'est important de tourner beaucoup plus en termes de la quantité. Je m'étais ancrée sur une histoire de qualité, mais en fait la quantité, elle vient aussi donner du mou, quoi, de la marge. Et j'ai été c'était un peu sec, quoi, un peu à l'os.
Je voulais savoir si logistiquement ça avait été compliqué de tourner dans les Balkans, du coup, parce que le tournage n'a pas eu de difficultés particulières à cette époque-là, maintenant. Ouais, c'est ça, maintenant. Non, en fait, ça n'a pas du tout été compliqué. Je me suis épaulée là-bas d'une boîte de production géniale à Sarajevo. Il commence à y avoir une vraie vie cinématographique dans les Balkans, incarnée par le Festival de Sarajevo, tenue par quelques personnes, enfin, des gens comme Dani Stanovic. Et je me suis juste ancrée sur la filmo de Dani Stanovic. J'ai regardé qui le produisait en Bosnie-Herzégovine et j'ai appelé ces producteurs-là. Et ça a été une autre très belle rencontre de cette histoire. Et je suis tombée sur la Sylvie Piala des Balkans. Et d'ailleurs, c'était une belle rencontre entre elles, la productrice bosniaque et Sylvie. Mais on a été super bien accompagnés par des gens qui ont... Le cinéma dans les Balkans a été extrêmement connecté à Jean-Luc Godard. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la ville de Sarajevo, qui a extrêmement été impliqué, on va dire, dans l'univers culturel de Sarajevo. Et on avait comme ça des enfants de l'école de Godard. Notre directrice de casting était quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour lui. Donc il y avait déjà une espèce de dynamique très professionnelle et en même temps, il nous regardait comme un film local, parce qu'on avait presque les finances des films des Balkans. On n'arrivait pas comme Angelina Jolie qui est arrivée un an avant avec des millions et des figurants et des tas de trucs. On était 12 avec payé quasiment au prix de journée d'un Bosniaque qui travaille sur un film. Et on partageait des appartements les uns les autres. Les 3 comédiens étaient ensemble dans un appart. Et toute l'équipe était répartie par trio comme ça, dans des Airbnb de Sarajevo. On n'était pas du tout à l'hôtel. Il y avait un truc où on était... Du coup, ils ont vraiment su sur quel pied danser avec nous. Ils étaient à la fois le film qui vient d'ailleurs, à la fois le film qui ressemble à exactement comment nous on fabrique nos films quand ils sont maison. Et puis on faisait pas un film de guerre aussi, et ça leur faisait plaisir. Donc le film est sélectionné à la semaine de la critique. Comment est-ce que vous avez vécu la machine à laver de Cannes? La machine à laver, enfin Franchement, je suis hyper heureuse. Enfin, je me félicite d'un truc dans la vie, c'est de jamais avoir foutu les pieds à Cannes avant de faire ce premier film et d'y aller avec le film. Si j'avais su à quoi Cannes ressemblait, j'aurais été terrifiée de faire un film dans la vie. Et en même temps, c'est grandiose. Et en même temps, pas d'avoir un film à Cannes forcément, mais en tout cas de découvrir un temple du cinéma aussi riche, aussi vaste, et de voir quelle place on donne tout d'un coup au film, à la fois, et en même temps tous les excès qui vont avec, la place qu'on donne à la critique positive comme à la critique négative. Mais c'est, voilà, je trouve que c'est des arènes de cinéma qui nous ramènent presque au temps d'un certain monde du théâtre où les gens pouvaient huer dans la salle, applaudir dans la salle. C'est des choses que j'ai en tout cas été très étonnée de découvrir. Mais après, sur notre film à nous, on était super bien. On a un petit cocon de la semaine de la critique, c'est extrêmement protecteur, avec un Charles Tesson qui tient ça d'une manière extrêmement bienveillante, on sait pourquoi on est là, on sait comment on est accompagné dans ce truc-là. En plus, c'était génial pour nous, enfin pour moi en tout cas, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble évidemment à défendre, parler du film, c'était d'avoir Adèle comme guide, parce que c'était la plus expérimentée, de loin la plus expérimentée de nous deux, ou de nous tous d'ailleurs dans cette équipe, en dehors de Sylvie. Et du coup j'ai traversé ça, on a traversé ça avec les copains aussi. C'est aussi ça de faire un film avec si peu de gens, c'est qu'on traverse ça entre amis, dans une bulle comme ça, assez réconfortante, familière. Où en fait on s'est juste déplacé à Cannes, quoi. Jonathan, c'était ton premier film aussi. Oui, absolument, ouais. Je crois que j'ai vécu à peu près la même chose qu'Aude. J'étais content d'avoir les copains à côté, quoi. Et en même temps, c'est une fête du cinéma, effectivement, incroyable, quoi. On a pu voir des films, on a pu voir beaucoup de films, on a pu parler d'une autre. C'est assez fou comme endroit. Donc, dans 30 minutes, on va découvrir le film. Donc, je vais vous poser une dernière question avant qu'on fasse une petite pause et qu'on découvre le film. Après le film, on reparlera dans la salle avec Aude et Jonathan.
parce que là, évidemment, on ne va pas déflorer le film, il faut que vous le receviez vierge de tout. Juste une dernière question. Maintenant, le film est fait depuis un petit bout de temps. Il va sortir dans 4 mois. Comment est-ce que tu vis ce moment entre les deux? Est-ce que tu le vis comme une bénédiction, comme une malédiction C'est surtout que j'ai vraiment pas l'impression de vivre entre les deux de quoi que ce soit. En fait, j'ai fini un film, il va sortir en salle, et puis en attendant, je reprends ma vie ou mes vies, parce qu'on fait plein de choses, en tout cas moi je fais plein de choses, mais en tout cas d'écrire, ça me laisse ce temps-là d'écrire la suite. Mais en tout cas, je ne me suis pas arrêtée de respirer au vide parce que le film n'était pas sorti en salle. Ça va se passer, ça va arriver à un moment donné. Mais en tout cas, cette fois-ci, je vais vraiment jouer le jeu d'une écriture. Je repars pas au pôle Nord, mais presque. Mais vraiment jouer le jeu d'écrire, en fait, de prendre un temps d'écrire, du coup d'avoir un co-scénariste. J'écoute ce concept génial. Parce qu'en fait, on a collaboré, mais en fait, comme on l'écrivait, Jonathan n'a jamais tapé une lettre sur un clavier, en fait. Donc la coécriture, elle se faisait tellement à l'oral que là, de travailler avec quelqu'un dont c'est le métier, qui est structuré dans sa pensée, ça m'occupe là pas mal de temps dans mes journées. Est-ce que c'est prématuré de demander vers quel univers ça se dirige? J'entends parfaitement. Je pourrais dire plein de choses, mais en fait c'est toujours délicat parce que ça n'engage pas que soi. Voilà, c'est des moments où, parce que je pourrais dire ça aujourd'hui, puis ça se trouve dans 3 mois je vais pas réussir à écrire ce truc et ce sera autre chose. Je ne fais plus confiance là-dessus. Les chemins ont été tellement sinueux et c'est même peut-être ça que je me méfie avec l'écriture, c'est que je me sens moi pas capable de développer pendant 2 ans un truc parce que je sais pas si je tiendrai 2 ans sur une même idée. Et du coup j'ai cette espèce de truc de vouloir écrire vite, au moins la première base, pour être sûr qu'elle m'échappe pas, que moi j'ai pas trop déjà vécu cette histoire pour m'en être lassée. Donc commencer à en parler maintenant, c'est commencer déjà moi-même à l'enterrer presque. Je suis d'accord, pas de souci. Jonathan, toi, depuis la sortie du film, est-ce que tu as tourné beaucoup d'autres choses? Comment se passe ta vie de comédien? Comme une vie de comédien, c'est-à-dire que des fois il y a des vies, des fois il se passe des choses. Voilà. On vous donne rendez-vous pour voir le film. Ah oui? Non mais c'est tellement de la langue de bois quoi, il a juste pas tourné depuis mai. C'est dire ça. Oui, alors t'as dit quoi? J'ai dit que comme une vie de comédien, des fois... Non, mais moi j'écris aussi. J'écris un peu en ce moment. Et puis il y a des films qui vont sortir aussi, des films qui vont sortir prochainement. Voilà. Ok. Rendez-vous dans la salle tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se retrouve à la fin du film pour échanger un peu sur le film.